On les appelait souvent les jumelles du quartier. Pourtant, elles ne se ressemblaient ni physiquement, ni socialement. Grace venait d'une famille modeste, où chaque franc comptait. Sa mère, Madame Dovy, vendeuse au marché, se levait à l'aube pour préparer ses bassines de légumes et vendait du poisson chaque matin au marché de Montgali. Son père travaillait comme manœuvre à la périphérie de la ville, n'était présent qu'un week-end sur 4. Leur maison, faite de briques mal crépies, respirait la simplicité et parfois la survie. Malgré cela, Grace rayonnait par son sourire, sa gentillesse et son ardeur au travail. Elle croyait fermement que l'éducation pouvait être son passeport vers une vie meilleure. Malia, en revanche, avait grandi dans un cocon de confort et de privilèges. Son père, inspecteur des impôts, et sa mère, infirmière en chef dans un grand hôpital, lui offraient une stabilité matérielle à laquelle Grace n'avait jamais goûté. Elle vivait dans une belle maison aux murs peints et aux fenêtres vitrées, fréquentait les meilleures écoles et bénéficiait de cours particuliers. Pourtant, malgré cette aisance, elle n'affichait ni arrogance ni mépris. Au contraire, elle cherchait souvent la compagnie de Grace, admirant chez elle une force de caractère qui ne s'achetait pas. Leur amitié, née sur les bancs de l'école, devint vite indissociable. Ensemble, elles révisaient leurs leçons, partagèrent leurs rêves et se soutenaient dans leurs épreuves respectives. Les habitants du quartier, intrigués par ce lien qui défiait les barrières sociales, les surnommaient affectueusement les jumelles. Aux yeux de tous, elles incarnaient une vérité simple. Ce qui rapproche les cœurs dépasse de loin les différences visibles. Quand l'université arriva, malgré une année de retard de Grace due à un redoublement, elles se retrouvèrent inscrites dans la même filière droit à l'université, à de poteau-poteau. Ce samedi de juin, le ciel était couvert comme souvent en saison des pluies. Malia était restée sur le campus pour finir un travail en groupe, enfermée dans une salle de classe poussiéreuse, avec des camarades bruyants. Grace chez elle, tournait en rond, les bras croisés sur son lit, son téléphone en main. Elle l'appela. « J'en peux plus, Malia. Sors de là. On va marcher un peu, allons visiter le grand musée, histoire de s'aérer. » Malia hésita. La fatigue des travaux pratiques pesait sur ses épaules. Mais Grace savait y faire, avec son temps léger, presque chantant. Elle l'a convaincue. Elles se retrouvèrent devant le bâtiment administratif, puis longèrent les ruelles jusqu'à Pierre-Savorgon. Les discussions passaient de la vie étudiante aux rêves d'avenir. Elles décidèrent de pousser jusqu'à Mami-Watata, un vieux quai en bordure du flot du fleuve Congo, où l'on venait souvent rêver en regardant l'eau brune couler. Elles prirent le bus jusqu'au grand musée, où elles restèrent un peu plus longtemps. Mais le retour fut compliqué. La nuit tombait, aucun bus, aucun taxi. Elles marchèrent un moment avant de s'asseoir sur un muret. C'est là qu'une voiture noire teintée s'arrêta. Le moteur ronronna quelques secondes, avant qu'une vitre ne s'abaisse. « Bonsoir, mesdemoiselles. Tout va bien ?» L'homme avait une voix posée, douce, presque rassurante. Une trentaine d'années. Costume propre, barbe taillée, regard curieux. Grace répondit par automatisme. « Oui, tout va bien. On attend un bus. » Il sourit à cette heure. Ce n'est pas prudent ici. Il leur proposa de les raccompagner. Malia refusa d'un regard. Grace, elle accepta avec un sourire poli. Dans la voiture, l'homme se présenta à l'un, entrepreneur dans le bâtiment. Il leur parla avec aisance, sans trop de questions. Juste assez de compliments pour se rendre intéressant. En les déposant,
Il tendit discrètement 5 billets de 10 000 francs à Grace. « Pour vos petites courses, mademoiselle. » Malia resta figée. Une fois et demie, le silence s'installa. Puis Grace explosa. « Pourquoi tu fais toujours la fille glaciale? Tu crois que tout le monde peut se permettre de refuser ça? » « Il ne nous devait rien, répondit Malia. « Et je n'aime pas ce genre de gentillesse. » Grace aux sales épaules agacées. « C'est parce que tu as jamais eu de chance. Pour toi, c'est juste un homme bizarre. Pour moi, c'est peut-être une porte, une chance. Et toi, tu as cassé l'ambiance avec ta tête fermée. » Malia ne répondit pas. Elle comprenait mais ne voulait pas entrer dans ce jeu. Grace, curieuse, ajouta « Sur ces billets, tu n'auras que 1 500 francs. Le reste je garde et ne viens pas me faire la morale. » Puis elle s'en alla sans un mot de plus. 3 jours plus tard, à minuit passé, le téléphone de Grace vibre. « Bonsoir mademoiselle, comment allez-vous » Elle mit du temps à reconnaître la voix. « Alain, précisa-t-il, tu te souviens de moi ?» Grace esquissa un sourire nerveux. Il avait gardé son numéro. Il plaisanta, proposa un jeu. S'il lui manquait, elle devait accepter un dîner. Elle hésita, mais l'idée d'un restaurant luxueux et d'une soirée hors du quotidien fit céder sa prudence. Le jour arriva. Alain l'accueillit comme une princesse, dîner dans un hôtel chic, baignade, cadeau. Il lui offrit une enveloppe pleine de billets, 10 000 $, et un téléphone flambant neuf. Puis il sortit un paquet contenant une robe rouge et une paire de gants élégants. « Je voudrais que tu portes ça pour une soirée samedi. Il y aura des personnalités importantes. Tu vas briller, Grace. » Elle ne sut quoi répondre, mais dans ses yeux, il n'y avait que des étoiles. Malia observait Grace s'éloigner jour après jour. Elle ne se parlait presque plus. Grace évitait ses appels, ne passait plus à la maison et répondait à peine à ses messages. Lorsqu'elles se croisèrent à l'université, Grace était méconnaissable, maquillée avec soin, habillée de vêtements neufs, un téléphone dernier cri à la main. On dirait une influenceuse, murmura l'une des filles de la classe. Elle sort avec un homme riche, répondit une autre. C'est ce qu'on dit. Un après-midi, Grace décida à parler à Malia. Elles s'assirent sur un banc du campus. Malia, inquiète, lui lança directement. « Cet homme, tu le connais vraiment? Tu sais ce qu'il fait? D'où il vient? Tu sais pourquoi il est aussi généreux avec toi? » Grace soupira irritée. « Je sais juste qu'il me respecte, qu'il me traite mieux que n'importe qui. Tu crois que je vais rester pauvre toute ma vie? Tu veux que je me contente de vendre du poisson au marché comme ma mère? Ce n'est pas ce que je dis, mais parfois les cadeaux cachent des pièges. » Grace la fixa, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. « Tu ne comprendras jamais. Tu ne connais pas la faim ni l'envie d'échapper à sa condition. » Et elle s'éloigna, laissant Malia seule avec ses inquiétudes. La nuit était tombée sur le quartier, calme et moite. Grace était allongée dans son lit, les rideaux tirés. Lorsqu'un message s'afficha, « Je suis garée en bas. Descends, j'ai besoin de toi. » C'était Allen. Elle hésita, mais la curiosité ou l'obsession fut plus forte. Elle enfila un gilet, glissa son téléphone dans sa poche et sortit. La voiture noire était là, moteur allumé. À l'intérieur, Alain semblait tendu. Il ne souriait pas. « J'ai besoin que tu fasses comme quelque chose pour moi, » murmura-t-il. Alain se retourna vers le siège arrière et prit un gros chat noir qu'il posa délicatement sur ses genoux. Elle reculait instinctivement. Ce n'est pas dangereux. Grace voulut aussitôt sortir de la voiture, surprise et un peu effrayée. Mais Alain la retint,
en lui lançant d'une voix rassurante. « Ne t'inquiète pas, c'est mon chat, il ne fera rien. » Puis, avec un léger sourire, il ajouta calmement « J'aimerais que tu me rendes un service. Chaque fin de mois, tu viendras allaiter mon chat. Tu t'habilleras de la robe rouge que je t'ai donnée et de tes gants blancs. En échange, je te donnerai un peu plus d'argent que ce que je te donne déjà. » Grace resta bouche bée devant une telle demande, son regard oscillant entre incrédulité et malaise. Elle voulut dire non. Le refus lui brûlait les lèvres. Mais avant même qu'elle ne prononce un mot, Alain glissa rapidement. « Je peux augmenter la somme, bien plus que ce que tu imagines. » Le silence tomba. Son cœur battait. Elle pensa à sa mère, à ses dettes, à cette robe rouge suspendue dans sa chambre. La tentation de l'argent vint troubler son esprit, la laissant hésitante, coincée entre ses principes et la promesse d'une rémunération plus généreuse. Elle observa la grandeur du chat, impressionnée et troublée à la fois. Puis, sans trop réfléchir, elle finit par accepter avec hésitation. Mais, d'une voix timide, elle osa demander « Alain, tu sais, depuis que je t'ai connu, tu ne m'as jamais montré ta maison. Tu me parles toujours de cette grande maison en ville, mais je ne l'ai encore jamais vue. » Sans hésiter, Alain appuya sur l'accélérateur et prit la route vers la ville. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant une immense villa qui trônait fièrement au milieu d'un vaste terrain. Dans le parking, 5 voitures luxueuses brillaient sous le soleil, signe évident de richesse et de confort. La maison, majestueuse avec ses murs clairs et ses grandes baies vitrées, donnait à Grace l'impression d'entrer dans un autre monde. Ils pénétrèrent à l'intérieur et Alain lui fit visiter chaque chambre, toute richement décorée et impeccablement arrangée. Grace était éblouie par tant de beauté. Alain prit soin de la présenter à son serviteur et à sa portière, qui les accueillirent avec respect. Après la visite, ils partagèrent un repas copieux dans la grande salle à manger, riant et échangeant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Quelques heures plus tard, Alain la raccompagna à l'université. Avant qu'elle ne descende de la voiture, il lui fit une promesse solennelle. « Un jour, tu seras ma femme. » Pourtant, malgré ses paroles et les apparences de sincérité, Alain n'avait jusque-là jamais connu le corps de Grace. Entre eux, restait encore cette distance fragile, faite de désirs retenus, d'attentes et d'incertitudes. Le lendemain, Grace alla voir sa mère et lui raconta l'histoire, mais sans révéler que sa véritable mission était d'allaiter le gros chat noir d'Alain. Elle parla seulement de son fiancé. Sa mère la prit par la main et lui dit doucement « Écoute ma fille, un seul conseil, ne lui donne pas ton corps avant le mariage. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui veulent seulement goûter et ensuite partir. » Ces paroles, simples mais empreintes de sagesse, résonnèrent dans le cœur de Grace comme un avertissement maternel. Ce commentaire soulignait non seulement la méfiance vis-à-vis des promesses faciles, mais rappelait aussi l'importance de préserver sa dignité et de ne pas confondre richesse matérielle avec sincérité des sentiments. Sa mère, transportée de joie, appela aussitôt son mari pour lui annoncer la bonne nouvelle. Leur fille avait enfin un fiancé, et pas n'importe lequel, un homme riche qui possédait beaucoup d'argent et une grande maison en ville. Grace avait pris l'habitude d'allaiter le gros chat d'Alain à chaque fin de mois, et cela dura pendant 6 longs mois. Un jour, elle décida d'aller rendre visite à ses parents.
Elle fut surprise de trouver son père à la maison, assis tranquillement après le repas. Lorsque tous eurent fini de manger, son père prit la parole et dit d'un ton sérieux: « Écoute ma fille, depuis que tu nous as parlé de ton fiancé, tu ne nous l'as jamais présenté. Dis-lui que je veux le voir, car nous devons discuter à propos de ton mariage. » Grâce baissa les yeux, hésitante, puis répondit avec douceur: « Oui, papa, je lui dirai ce soir même. Nous ferons un programme et il viendra. » Derrière ces mots se cachait un mélange de peur et de responsabilité. Elle savait qu'un jour ou l'autre, ce moment devait arriver. Celui où son fiancé ne serait plus une simple promesse dans ses paroles, mais un homme qui devait assumer son engagement devant sa famille. Le soir même, Grâce annonça la nouvelle à Alain. Il se montra satisfait et lui répondit: « Oui, une bonne nouvelle. Dis à ton père que nous passerons la semaine prochaine. » Comme d'habitude, c'était la fin du mois, et Grâce portait sa robe rouge et ses gants blancs lorsqu'elle accomplit sa mission auprès du gros chat noir. Mais à sa grande surprise, après l'allaitement, Alain lui remit une valise remplie de dollars. « Écoute, c'est pour que tu prépares ma visite chez tes parents, » dit-il avec insistance. Interloquée, Grâce osa demander pourquoi une telle somme, mais Alain resta ferme. Finalement, elle prit l'argent, malgré son trouble. De retour à l'université, elle monta directement dans sa chambre, le cœur battant devant cette richesse soudaine. Elle resta longtemps assise à contempler les billets, étonnée et méfiante à la fois. Mais une chose demeurait certaine. Chaque fois qu'elle allaitait ce chat, elle sortait vidée de ses forces, épuisée au point de dormir toute la journée suivante. Chose surprenante, Grâce dormit 2 jours entiers sans se rendre à l'auditoire pour suivre les cours. Son absence attira l'attention de Malia, sa meilleure amie, qui passa toute la journée à tenter de la joindre par téléphone. Sans succès. Inquiète, Malia sentit son cœur s'emballer et se dit: « Je dois aller dans sa chambre, voir ce qui se passe et prendre de ses nouvelles. » Elle décida donc de s'y rendre, après avoir changé rapidement de vêtements. Mais au moment même où elle finissait de s'habiller, son téléphone sonna. C'était Grâce. D'une voix faible mais pressante, Grâce lui dit: « Écoute, je voudrais te voir dans ma chambre. C'est vraiment urgent. » Malia, surprise et soulagée d'entendre enfin sa voix, sentit grandir en elle à la fois la crainte et la curiosité de découvrir ce qui se cachait derrière le silence inquiétant de son amie. Malia monta précipitamment les escaliers et poussa la porte de la chambre de Grâce. L'air lourd et oppressant qui s'en dégageait la fit frissonner. À l'intérieur, Grâce était assise sur son lit, le visage pâle, les yeux gonflés de fatigue, comme si elle avait lutté contre un fardeau invisible. Sur la petite table, Malia aperçut une grande valise entr'ouverte, remplie de liasses de billets soigneusement empilés. La vue de tant d'argent fit battre son cœur encore plus fort, mais ce qui l'inquiétait davantage, c'était l'état de son amie, qui semblait presque vidé de son énergie. Ce qui troubla davantage Malia, c'était son corps. Sa poitrine semblait étrangement gonflée, laissant s'écouler un liquide blanchâtre qui imprégnait son mou. La jeune fille détourna un instant le regard, partagée entre la gêne et la peur, avant de revenir fixer son amie avec insistance. « Grâce, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Grâce baissa les yeux, honteuse, incapable de répondre tout de suite. Le silence pesait dans la chambre, seulement rompu par les battements rapides de leur cœur.
C'était le moment où le secret lourdement gardé menaçait enfin de jaillir, et Malia sentait qu'elle était sur le point d'entendre une vérité qui changerait à jamais leur amitié. Ses seins étaient douloureux, lourds, presque gonflés comme ceux d'une femme en plein allaitement. Pourtant, Grace n'était ni mariée ni enceinte. Inquiète, elle se traîna jusqu'au centre de santé. L'infirmière, intriguée, lui posa 1000 questions. Les tests médicaux furent normaux. Pas de grossesse, pas d'infection, pas de kyste. Le médecin, perplexe, suggéra qu'il pouvait s'agir d'un dérèglement hormonal lié au stress ou à un choc émotionnel. Malia, de plus en plus bouleversée, décida d'appeler Alain pour obtenir des explications, mais son téléphone restait éteint. Quand elle tenta de le joindre, le numéro était désactivé, injoignable, comme si cet homme n'avait jamais existé. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle prit un taxi et ramena Grace chez ses parents. C'est là que la vérité jaillit. En larmes, Grace confessa tout. Sa mission étrange d'allaiter le gros chat noir chaque fin du mois, la fatigue qui la rongeait et l'argent qu'Alain lui donnait en échange. Elle donna même l'adresse exacte d'Alain. Choquée mais déterminée, sa mère, maman Dovie, décida d'aller confronter l'homme au secret. Ensemble avec Malia, elles se rendirent à l'adresse indiquée. Mais à leur arrivée, elles furent accueillies par une maison en deuil. Lorsqu'elles demandèrent après Alain, une jeune fille, se présentant comme sa sœur, fondit en larmes. « Nous avons enterré Alain il y a 8 mois. » Elle fit aussitôt venir la famille et raconta les détails. Un accident de circulation tragique à Brazzaville, son transfert à l'hôpital, puis son enterrement. La mère d'Alain fut appelée et confirma l'histoire, sortant même les photos de l'accident, de l'hôpital, des funérailles et de la tombe. Maman Dovie et Malia restèrent figées, glacées par la révélation. Depuis tout ce temps, Grace avait entretenu une relation avec un homme déjà mort. Lorsque la vérité éclata, l'atmosphère devint lourde et irréelle. Maman Dovie, Malia et les membres de la famille d'Alain éclatèrent tous en sanglots. Les larmes se mêlaient au récit douloureux. Chacune racontait ce que Grace avait traversé, les épreuves étranges et l'inexplicable mission du chat noir. La douleur dépassait les frontières des deux familles, devenant un cri collectif contre le destin et l'injustice. On aurait dit que le silence des murs absorbait leur chagrin. Alors que les pleurs emplissaient la maison endeuillée, le téléphone de Malia sonna brusquement, brisant l'instant comme un coup de tonnerre. À l'autre bout du fil, la voix de son père tremblait. « Malia, ma fille, Grace vient de mourir !» Un froid glacial parcourut la pièce. Tous se figèrent, stupéfaits, incapables de comprendre comment une telle nouvelle pouvait tomber, alors qu'il venait à peine de dévoiler l'ombre d'Alain. Sous le choc, la famille prit la route pour rejoindre la maison de maman Dovie. Et là, la vérité s'imposa comme un couperet. Grace, affaiblie depuis des mois, venait d'expirer dans son lit, épuisée par un fardeau trop lourd pour son corps et son âme. Ses yeux clos semblaient enfin reposés, mais sa dépouille témoignait de la douleur indicible qu'elle avait endurée. Ses parents, accablés, ne trouvaient plus de mots. Le destin venait d'arracher leur enfant dans la fleur de l'âge. Quelques jours plus tard, les larmes et les chants funèbres accompagnèrent Grace jusqu'à sa dernière demeure. Malia avala ses larmes. Il venait de résumer la vie de Grace à une phrase sèche. C'était ça, l'envers du silence, une société qui juge les victimes en les appelant responsables. Les funérailles furent simples, peu de monde,
une chorale, un cercueil blanc, quelques discours. La mère de Grâce n'avait plus de voix. Elle regardait dans le vide, le visage sans larmes, comme si on l'avait volée de l'intérieur. Malia, elle prit la parole sans discours écrit, sans fioriture. Grâce était brillante, courageuse. Elle voulait sortir de la misère, et elle s'est battue. Mais dans ce pays, quand une fille veut grimper sans appui, sans famille influente, sans nom connu, on lui tend souvent un piège déguisé en promesse. Elle s'arrêta. Personne ne l'applaudit. Ce n'était pas le moment. Mais dans la foule, plusieurs jeunes filles la fixaient avec gravité. Elle comprenait. Elle fut enterrée au cimetière de Poto-Poto, lieu déjà marqué par le souvenir d'Alain. Là, deux histoires tragiques s'entrecroisèrent. Celle d'un homme mort depuis des mois et celle d'une jeune fille dont la vie s'était éteinte à cause d'un mystère resté sans explication. Les tombes, alignées dans la terre rouge, semblaient sceller un secret que seule l'éternité pouvait encore comprendre. Cette fin dramatique révèle la puissance destructrice des secrets et des pactes obscurs. Le destin de Grâce n'est pas seulement une histoire de douleur familiale, mais une parabole sur les dangers des promesses trompeuses et des forces invisibles. L'image de son enterrement à Poto-Poto, à côté de celui d'Alain, symbolise l'union tragique de deux destins liés par l'incompréhensible. Le lecteur est laissé avec un mélange de chagrin, de frissons et de questionnements. Et si derrière le chat noir se cachait la manifestation d'un monde invisible qui avait réclamé son dû? Dans un monde où la pauvreté pousse les âmes à espérer n'importe quel miracle, il est vital d'enseigner aux jeunes filles que toutes les portes ne mènent pas à la lumière. Certaines s'ouvrent sur l'abîme. L'argent facile, les promesses séduisantes, les hommes trop généreux, tout cela peut être un piège. La vraie dignité, c'est de résister à la facilité et de se battre pour une vie propre, même si elle est lente à construire. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu entends encore ma voix, c'est que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que je respecte profondément. Tu fais partie des vrais, des engagés, des passionnés d'histoire. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager. Merci du fond du cœur pour ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Que Dieu te garde et à la prochaine.